Alors, qu'est-ce que c'est que les frictions autour de l'eau? Ce sont souvent des petits malentendus ou des petits conflits entre les pays qui partagent un fleuve ensemble. Voilà, c'est Monsieur El-Batiwi, Mohamed, je suis professeur donc, à la Haute École Francisco Ferrer. Je suis détenteur d'une thèse de doctorat de l'École de commerce Solvay et ma thèse de doctorat a tourné autour de la gestion de l'eau au Moyen-Orient. C'était le sujet central de ma thèse. Alors, jusqu'à présent, plus personne n'a osé définir d'une manière concise, précise, le concept de la guerre de l'eau parce qu'on n'a jamais eu de guerre autour de l'eau. Donc, ce sont des spéculations souvent fantasques, fantasmatiques. Et donc, je parlerai peut-être d'une définition qui concerne plutôt les frictions autour de l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est que les frictions autour de l'eau? Ce sont souvent des petits malentendus ou des petits conflits entre les pays qui partagent soit un bassin hydraulique international ensemble, soit ils partagent un fleuve ensemble. Ça veut dire qu'il y a un fleuve qui commence dans un pays et qui traverse par la suite plusieurs autres pays. Alors à ce moment-là, parfois, il y a des visions hégémoniques du pays de l'amont, à l'exemple de la Turquie par exemple, qui a décidé à un moment de construire des grands barrages. L'Irak et la Syrie qui sont en bas, ils étaient pris de peur et puis il y a eu des escarmouches verbales, des petites tensions verbales et après on s'est mis à table, on a discuté, donc la Turquie a pu construire ses barrages, son grand projet de GAP et la Syrie et l'Irak ont continué à recevoir de l'eau, donc tout est basé sur le dialogue, mais il y a eu des frictions au début. L'eau ne peut pas être un élément ou un bien impliqué directement ou à l'origine d'un conflit, mais il peut exacerber un conflit. Des États qui se disputent un territoire, et ce territoire s'avère qu'il est riche en eau, ou bien il est traversé par des fleuves, etc., peut vraiment catalyser, accélérer le conflit et peut créer vraiment un choc violent. Mais l'eau en lui-même ne peut pas être vraiment à l'origine d'une guerre de l'eau. Voilà, c'est ce que je viens de dire. L'eau peut être un élément aggravant, un élément catalyseur d'un conflit, mais il ne peut jamais, à lui seul, être à l'origine d'un conflit, tout simplement parce que l'eau a une dimension, je veux dire, symbolique et surtout spirituelle, souvent dans toutes les cultures, qu'elle soit la culture juive, chrétienne, musulmane ou autre, bouddhiste, confucius, tout ce que vous voulez, l'eau reste toujours quelque chose qu'on intitule souvent un don de Dieu. Et ce qui appartient à Dieu, l'homme ne peut pas le disputer, il ne peut que le partager. Et c'est dans ce sens-là, on ne peut pas créer un conflit à partir de l'eau. L'eau est présente partout dans notre civilisation et plus particulièrement dans la civilisation à dimension spirituelle. L'eau nous permet de se purifier, l'eau nous permet de faire nos ablutions avant de prier, l'eau on le trouve dans les baptêmes. Vous voyez, il est partout dans toutes les religions. Donc l'eau reste sacrée, si vous voulez, aux yeux de l'humain. Donc on ne peut pas le souiller en l'utilisant comme un prétexte pour un conflit. Donc c'est pour cela que les gens sont très calmes, très raisonnés, très raisonnables quand il s'agit de l'eau. Bien sûr, moi je trouve que ce problème ou ce conflit autour de l'eau est une pure création d'un certain nombre de groupes qui ont toujours intérêt de voir des conflits émerger à travers la planète. Entre autres, ce sont les vendeurs des armes. Les vendeurs des armes, puisqu'ils vendent des armes, ils ont intérêt pour pouvoir vendre leurs armes parce qu'il y a des conflits partout, ou du moins des tensions. Même si on n'arrive pas aux confrontations physiques, ça veut dire qu'il n'y a pas de mort ni rien, mais au moins on crée une certaine peur et tout le monde commence à s'armer et ça fait le bonheur et le plaisir des sociétés militaro-industrielles. D'ailleurs, en 1985, il y avait un rapport
qui a été dirigé par une ancienne ministre des Affaires étrangères norvégienne, donc Madame Brundtland, et ce rapport s'appelle « Notre futur commun », Our Common Future. Et dans ce rapport de 500 pages, qui était dans sa grande majorité sur le devenir de notre planète, les inquiétudes qui concernent notre planète, et dans la grande majorité, ce rapport se focalisait sur la pollution. Et donc, on tirait la sonnette d'alarme sur l'état de la pollution de la planète. Et donc, on préconisait un comportement qui s'inspire de ce qu'on appelle le développement durable. Et dans ce rapport de 500 pages, on a consacré une demi-page pour l'eau. Ça veut dire, toi, elle est bien. Sinon, on aurait consacré beaucoup plus de pages. Puisqu'on a consacré une demi-page, ça veut dire qu'il n'y avait pas de problème d'eau. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, quand on prend le nombre de populations de la planète et on prend les disponibilités globales de l'eau et on divise les disponibilités par là, on trouve qu'il y a à peu près 7000 mètres cubes d'eau par personne et par an, alors qu'on a besoin uniquement de 1000 mètres cubes d'eau par personne et par an pour pouvoir vivre et assurer un développement juste et durable. Donc vous voyez, ce n'est pas l'eau qui manque et on peut le transporter des régions où il y en a trop d'eau vers des régions où il y en a très peu. On le fait avec le pétrole, on transporte le pétrole d'un point vers un autre à travers les pipelines. On peut transporter l'eau de la Turquie, là où il y a trop d'eau, peut-être vers la Jordanie, peut-être vers l'Arabie Saoudite. Et en plus, aujourd'hui, la technologie et les moyens financiers d'un certain nombre de pays permettent aussi d'avoir recours à d'autres sources d'eau, à savoir le dessalement de l'eau de mer. Donc l'eau est tapée, puisque notre planète est faite presque à 3/4 d'océan. Et donc quasiment tous les pays du monde ont une façade sur la mer. Donc ce n'est pas l'eau qui va manquer. Mais ce qui est arrivé, pourquoi aujourd'hui on arrive à des scénarios alarmistes, que j'appellerais moi des scénarios apocalyptiques, c'est que deux journalistes, Joy Starr et Bulosh, avaient publié un article, oui, qu'ils avaient intitulé « La guerre de l'eau ». Donc tout simplement, ils ont fait état de futures gourdes de l'eau, parce que voilà, ils avaient envie de jouer avec le feu, de faire jouer les gens avec le feu, mais la guerre de l'eau n'aura pas lieu. N'aura pas lieu, c'est qu'il y a trop d'eau, et surtout, comme je vous disais tout à l'heure, l'eau reste quelque chose de symbolique dans la tête des gens. Et donc, ça peut être même une source de solidarité parce qu'il y a convergence d'idées autour de l'eau. On se retrouve tous dans l'eau. D'accord ? On se retrouve tous. Et c'est une source dont on ne peut pas s'en passer. Le pétrole, au moment où il y a eu l'embargo en 1974, l'embargo pétrolier sur les Européens et les Américains, les Européens, ils ont pensé à le remplacer. Donc, ils ont commencé à utiliser le nucléaire, le solaire, les éoliennes, etc., etc. L'eau, on ne peut pas le remplacer. On ne peut pas lui substituer quelque chose d'autre. C'est comme l'oxygène. On ne peut pas lui substituer quelque chose d'autre. Donc l'eau, c'est comme l'oxygène, c'est la vie. Donc il n'y aura pas de conflit autour de la vie. La Turquie, elle joue la carte de l'eau tout simplement pour mieux négocier la carte du pétrole. D'accord ? La Turquie, certes, a utilisé la carte de l'eau, comme je vous le disais tout à l'heure, pour mettre sur pied un des plus grands projets hydrauliques du Moyen-Orient, et c'est vraiment, pour ne pas dire, un des plus grands projets après la Tennessee Valley des années 30, qui a été mis en évidence par Roosevelt donc, dans son New Deal. La Turquie reste avec son projet de GAP, le Great Anatolian Project, un des plus grands pays à avoir mis un projet hydraulique pour bonifier à peu près 6 millions de hectares de terre, etc. Et d'ailleurs, grâce à ce projet, entre parenthèses, que la Turquie est devenue, dans tout le Moyen-Orient et dans tous les pays du tiers-monde, le seul pays qui arrive à s'autosuffire au niveau alimentaire. La Turquie n'achète rien à l'étranger, elle produit tout elle-même. Son coton, son blé, son maïs, ses légumes, ses fruits. On n'a qu'à faire un petit tour vers la chaussée d'Acte, vous allez voir des légumes et les fruits turcs sur tous les dalles des magasins turcs, sur les marchés et tout. Donc la Turquie est arrivée vraiment à faire un coup de maître avec ce projet Great Anatolian Project. Mais le Great Anatolian Project avait deux objectifs politiques.
Il avait un projet social et économique, c'est celui d'arriver à l'autosuffisance alimentaire. Cette région, pour ceux qui connaissent très bien la Turquie, l'Anatolie, surtout l'Anatolie du Sud-Est, est peuplée par les Kurdes. Et il y a un problème avec les Kurdes et les Turcs, tout le monde le sait. Et cette région est très voisine de l'Irak et de la Syrie. Et vous savez très bien que dans cette région, du côté irakien et syrien, il y a encore des Kurdes. Alors pour couper les Kurdes turcs des Kurdes de l'Irak et de la Syrie pour éviter la création d'un État, parce que quand on a une petite poignée de Turcs en Syrie, en Irak et en Turquie, créer un État c'est facile. Alors eux ils ont fait ce projet-là. En faisant ce projet-là, vous savez quand on fait des barrages, souvent il y a énormément de villes qui doivent être noyées. Et donc il y a énormément de villes, de villages kurdes qu'on a dû vraiment rayer de la carte parce que maintenant ils sont solos. Alors je vous parle, et depuis le fonctionnement de ces barrages, ils sont solos. Et donc la plupart de ces Kurdes du sud-est anatolien turc, ils ont complètement bougé vers Erbil, vers Istanbul, vers Ankara, vers d'autres villes turques. Ce qui fait qu'on a dispersé cette population qui était au début un seul peuple dans une seule région, on les a dispersés à travers la Turquie. Donc on a, si vous voulez, éparpillé la menace. Et du côté irakien, vous savez que les Turcs pendant des années dépendaient du pétrole irakien. Et quand quelqu'un dépend de vous énergétiquement, vous êtes sous sa domination quelque part. Et donc pour annuler ça, on a joué la carte de l'eau. Ah, vous me donnez du pétrole, et moi, j'ai de l'eau. Et quand ils sont assis à table, ils ont dit aux Irakiens, vous n'allez pas jouer la carte du pétrole quand ça ne va pas entre nous, parce que vous la jouez, moi je ferme les robinets. Il n'y a aucune goutte d'eau qui descend chez vous. Et voilà. Cette menace qu'on représentait le pétrole irakien pour les Turcs, on l'a annulée par nous. Donc on est, si vous voulez, dans une sorte de négociation par emboîtement. Tu me menaces, j'ai de quoi te menacer. Donc tu restes tranquille, moi aussi je vais rester tranquille. Et voilà. Donc il a servi, si vous voulez, comme un moyen de négociation internationale. Et pour adoucir les mœurs, c'est justement éviter les conflits. Alors, je ne suis pas un fervent partisan du nucléaire par respect aux générations futures. On ne doit pas prendre des décisions aujourd'hui très lourdes de conséquences pour les générations qui vont venir. Parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, parce qu'on a le pouvoir, on va le faire. Moi, je trouve qu'il y a moyen de dessaler l'eau de mer, surtout dans le désert libyen, sans passer par le nucléaire. À l'époque, Kadhafi, qui avait un peu des attitudes un petit peu... C'est une victime du conflit franco-otan et qui lui a coûté la vie, mais ça c'est un autre débat. Je crois que Sarkozy est en train de payer pour ça au niveau de la justice française. On ne va pas revenir là-dessus. Mais le Kadhafi pouvait réaliser le même projet de dessalement de l'eau de mer à partir d'énergie solaire. Il y a suffisamment de désert en Libye et on peut le faire même la journée, d'accord, sans pouvoir dessaler le soir. Mais ça, on peut revenir en détail sur ces fameux projets d'utiliser l'énergie solaire le soir. Il y a des techniques aujourd'hui, update, etc. Mais ils pouvaient vraiment dessaler des quantités d'eau largement suffisantes pour pouvoir, à l'époque, créer, si vous voulez, comme l'ont fait les Égyptiens dans le désert du Sinaï, et en plus grand, en plus, de créer des fermes dans le désert. Les Saoudiens le font, lui, il aurait pu le faire en utilisant uniquement de l'énergie solaire, sincèrement. Donc l'énergie nucléaire, c'est une façon de prendre en otage les générations futures, parce que l'énergie nucléaire en lui-même, au début, au moment de l'utilisation, c'est une source propre. Mais c'est le traitement des déchets issus du nucléaire qui est une menace. Les Allemands ont fermé leurs centrales nucléaires civiles. En Belgique, on va le faire. Les Français, voilà, pour question d'orgueil, et puis ils n'ont pas d'alternative suffisante pour pouvoir faire comme les Allemands. Ils n'ont pas suffisamment de mines de charbon, ils n'ont pas assez d'éolien, ils n'ont pas assez d'énergie verte et alternative en gros, donc ils ne peuvent pas le faire. Mais le projet libyen, il est viable, faisable, mais avec de l'énergie solaire au lieu d'aller vers le nucléaire.
Alors, moi, je ne suis pas du tout un fervent partisan de la gestion privée, et plus particulièrement quand il s'agit d'un bien, je vous ai dit, vital, un bien primaire, indispensable à la vie. Donc c'est un bien d'ailleurs qui est considéré par les Nations Unies comme un bien inaliénable, on ne peut pas s'en passer, et que chaque humain doit avoir accès sans vraiment problème. Je suis, dans une certaine mesure, à l'intervention du privé, avec un contrôle total de l'État, concernant le traitement des eaux. Là, le privé peut amener son expertise, d'accord, peut amener son financement, peut amener toute une série de choses, mais dans une certaine mesure, sous le contrôle de l'État, et il faut que le prix de l'eau soit accessible à tout le monde sans exception. Parce que sinon, on va avoir des gens qui vont remplir des piscines pour se régaler l'été, et vous avez d'autres qui vont faire 20 km pour aller chercher une gourde d'eau. Et là, moi je ne suis pas d'accord avec ces scénarios-là, avec ces schémas-là. Je trouve que l'eau doit être disponible partout. Moi j'ai encore le souvenir d'enfance, dans toutes les villes marocaines et dans les petits villages, vous avez toujours des petites fontaines d'eau. Et quand vous rentrez chez vous sur la route, vous pouvez ouvrir le petit robinet, vous lavez le visage, boire de l'eau, etc. C'était gratuit. Voilà, il y a des gens qui amenaient leur bête pour boire, etc. C'est ça l'eau. L'eau, c'est un patrimoine mondial de l'humanité.